Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique 573 et en France sur Free 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Un président aux mains des putschistes qui viennent de l'arrêter peut-il tout décontracter, appeler une rédaction et informer les journalistes de son arrestation tout en soulignant au passage la bienveillance des putschistes qui le traiteraient bien? Oui, c'est possible et c'est ce qui s'est passé ce mercredi 26 novembre en Guinée-Bissau, la veille de l'annonce des résultats de la présidentielle de ce 23 novembre qui donnait perdant le président sortant Umaro Sissoko Embalo. Un groupe de militaires a tout simplement pris le pouvoir et a mis fin au processus électoral. Ce 27 novembre, le président déchu, qui n'a pas du tout exigé son maintien dans ses fonctions, a tout simplement quitté Bissau pour Dakar à bord d'un avion qu'aurait affrété le Sénégal. Mais quels sont les dessous véritables de ce coup d'État un peu particulier? Trois invités avec moi pour en parler. Claude Wilfried Kanga, vous êtes analyste politique, par ailleurs écrivain, auteur de ces deux livres, Le village d'Ining et Tu dois t'impliquer, le récit d'une folle campagne. Merci Claude Wilfried Kanga d'avoir accepté notre invitation pour décrypter cette actualité bissau-guinéenne. Merci encore, c'est à chaque fois le même plaisir. Le plaisir est partagé. Kawin Maïzo, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour nous dire le regard que vous posez sur cette actualité un peu particulière. C'est toujours un honneur d'être invité ici, et même si l'actualité est difficile. L'actualité est effectivement difficile et le plaisir est toujours grand pour moi de vous avoir à ma table. Karine Orio, vous êtes journaliste, analyste politique, par ailleurs directrice de l'information de Quotient Live. Merci, consoeur. Merci beaucoup, Richard, pour l'invitation. Merci à vous. Claude Wilfried Kanga, on commence par vous. Ce mercredi 26 novembre, il ne manquait que les résultats de deux régions pour proclamer ou pour connaître le nom du président élu. Les bulletins sont déjà arrivés dans la capitale. On attendait que la proclamation. Et un groupe de militaires, tout gentil, si on s'en tient au récit du président, prend le palais d'assaut, arrête le président et met fin au processus électoral. Comment avez-vous accueilli cette actualité bissau-guinéenne? Alors d'abord avec circonspection et surprise, je pense que c'est le cas de plusieurs Bissau-Guinéens d'ailleurs qui se disaient que les choses allaient se dérouler conformément au calendrier. Et donc la population a été plus ou moins surprise de ce coup de force qui, dans les premières minutes, a été vu comme un énième coup d'État dans l'histoire tragique et mouvementée de la Guinée-Bissau. On parle de 4 coups d'État et d'une avalanche de tentatives de coups d'État dont de putsch manqués. Et donc, les Bissau-Guinéens se sont dit « en voilà encore un ». Et plus le temps passait, plus les questions que vous venez d'évoquer sur le plateau ont été soulevées, où on s'est dit la configuration du coup d'État prête à confusion. Vous avez évoqué plusieurs éléments, comme quoi le président ne semble pas outre mesure perturbé par ce qui lui arrive, il semble plutôt être serein. Si vous posez la question à M. Fernando Dias da Costa, qui était présenté comme le vainqueur de l'élection, ou du moins le candidat avec le plus de chances, il vous dira, évidemment, c'est une sorte de coup de M. Sissoko Embalo pour empêcher l'évidence qui allait justement le conduire à quitter le pouvoir. C'est un concept en sciences politiques qu'on appelle le piège de Thucydide, c'est-à-dire quand une puissance voit un dauphin émerger, avant sa chute définitive, elle anticipe et elle attaque le dauphin pour l'empêcher justement de le dépasser. Et donc c'est théorisé la chose, c'est déjà théorisé. C'est en tout cas la thèse que défend M. Fernando Dias da Costa, je la résume ainsi parce que ce n'est pas une nouveauté en politique. Et donc, il va dire certainement M. Hortan Tam, le chef d'état-major qui a réalisé actuellement le coup d'État, a eu un arrangement avec M. Sissoko Embalo pour, après éventuellement la transition d'1 an, mettre sur pied des tractations qui conduiraient à une sorte de renouvellement du processus électoral ou à minima à une sorte d'instauration d'un gouvernement d'union nationale. Et donc, les éléments comme quoi
l'armée et les putschistes sont présentés comme des âmes bienveillantes qui traitent très bien le président, qui ne le torturent pas, la facilité avec laquelle il a pu être extradé du Sénégal. Sans réclamer qu'on le rétablisse dans ses fonctions. Sans compter, c'est ce que je voulais évoquer, sans réclamer, sans compter le fait que M. Sissoko Embalo ne semble pas très emballé par le fait d'être réintroduit dans le processus. On poussait ses opposants, non seulement M. Fernando Diaz, mais également M. Domingos Pereira, qui est l'un des grands soutiens parce qu'il est à la tête, enfin, il était le candidat du parti, du célèbre parti, le PAIGC, qui a porté qui a donné de la force à M. Fernando Diaz, parce que lui, ayant été éliminé en amont de la course à la présidentielle, ils se sont appuyés sur ces éléments-là pour dire que c'est une fabrication des Sissoko Embalo. Pour l'instant, il est compliqué de se situer, l'avenir nous le dira, mais ce qu'il faut observer quand même en fermeture de rideau, c'est que c'est un énième épisode dans la tragédie politique qui émaille la Guinée-Bissau. Oui. On est à minima 13 chefs d'État depuis l'an 2000 et si on compte les intérimaires, on en est à 17. C'est vrai. Donc là, c'est une certitude, c'est encore un énième épisode dans le vortex infini. Par contre, sur l'authenticité du coup d'État, on va approfondir effectivement la réflexion au cours de cette émission. Karine Orio, je vais dire, nous aspirons à être un continent respectable et nous exigeons qu'on nous respecte. Ça veut dire qu'on doit faire un peu d'effort dans les scénarios qu'on propose à la lecture du monde. Ce n'est pas un peu trop romancé ce qui vient de se passer? Disons que c'est assez risible, mais pas très surprenant venant de la part de M. Sissoko. Vous savez comme moi que ce président-là aimait et adorait prendre la parole dans les médias. D'ailleurs, il avait un amour particulier pour la mise en scène. Et donc, ce qui est risible cette fois-ci, c'est que comment c'est possible? Et d'ailleurs, on a vu circuler sur la toile l'image de ce président avec un téléphone, certainement un smartphone, en train de contacter la rédaction de nos confrères et pour dire, là, il y a un coup d'État, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je n'ai pas du tout été violenté. Mais il n'a aucun respect pour les Bissau-Guinéens. Mais voilà, il n'a aucun respect, mais c'est triste. Franchement. Comme l'ont dit, en fait, mes confrères à cette table, c'est triste. Parce que c'est une image, ce n'est pas que pour la Guinée-Bissau. Mais non. C'est pour notre continent. On peut le dire de façon claire, notre démocratie déjà ne va pas très bien. Oui. Mais que ce n'est pas la première fois. Certes, comme vient de le dire Wilfried, en ce qui concerne précisément ce pays, mais si vous voulez, j'ai envie de vous dire que quand on regarde les coups d'État depuis ces 5 dernières années en Afrique subsaharienne, on a à peu près les mêmes scénarios. C'est-à-dire que vous vous souvenez au Gabon, make some noise. On a vu cette vidéo, on ne sait pas d'où elle sortait, etc. Oui. Donc, si vous voulez, ça pose quand même la question aujourd'hui de comprendre exactement, depuis les indépendances, dans nos États, ce qui se passe. Avec précisément le cas de la Guinée-Bissau, où là, on a les militaires qui sont là. Mais ce qu'ils veulent nous montrer aussi, ce que je tiens quand même à souligner, c'est de montrer qu'un coup d'État peut se passer sans violence et que tout va bien. Parce que c'est censé être un progrès. Pour eux, en tout cas, c'est ce qu'ils veulent montrer. Et puis, vous-même, vous l'avez signalé, c'est-à-dire que le nouvel homme fort de la Guinée-Bissau a dit non, écoutez, nous, en un an, on va faire ce qu'il faut. C'est ça, bien sûr. En disant à la CEDEAO, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à signaler, tout va marcher comme dans les règles. Alors que c'est un braquage du processus électoral. Kevin Maïso, ce qui est encore plus absurde, c'est qu'on arrête les opposants qui n'ont absolument rien fait, comme si gagner démocratiquement une élection était une infraction. Pourquoi on arrête ce Domingos Simoes Pereira? On lui reproche quoi? Vous êtes gentil d'employer les termes arrêtés. Moi, je dirais neutralisation de ce qui dérange. Si vous regardez cette histoire de coup d'État, c'est que le président Embalo est soupçonné d'avoir fait, c'est l'aboutissement d'un processus. Les élections auraient dû avoir lieu déjà au mois de février. C'est vrai. Donc, il y a eu ce que les Congolais appellent un glissement. Il y a eu des élections législatives qu'il a perdues. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu, comme par hasard, des soupçons de coup d'État. Et pendant ces soupçons, il a neutralisé les partis qui ont gagné les législatives. Et même que le Premier ministre de l'époque s'est retrouvé en exil. Au Portugal. Au Portugal. Donc,
On commence un processus électoral, on élimine le parti historique, les partis socialistes africains pour l'indépendance de la Guinée équatoriale du Cap-Vert. On élimine ces partis et peut-être ils se sont inspirés du Sénégal, ils se sont dit, bon, on nous élimine, on se met derrière quelqu'un qui juridiquement pouvait se présenter, ce qui a gêné le calcul du président Embalo. Et pendant la campagne électorale, malgré qu'il brandissait quelques constructions, il a construit peut-être 1 ou 2 routes, un bâtiment. Ah non, il en a construit. Ce n'est pas du mensonge. Par rapport à la Guinée-Bissau, c'est un progrès. Bon, mais ça ne suffisait pas parce que le peuple avait besoin du pain, de l'électricité, de l'eau. Oui. Il ne va pas manger la route. Il ne va pas manger les bâtiments, il avait besoin du pain et de l'eau. Et de l'autre côté, ceux qui étaient en face ont compris et ils ont battu une campagne dans ce sens, en allant dans le sens de ce que le peuple voulait tout de suite et immédiatement. Et il s'est rendu compte qu'il était en train de perdre les élections. Là, il nous sort un classique qui sera étudié dans les facultés de droit et des sciences politiques. Le classique, c'est que c'est un de ces coups d'État halal, mais avec une petite cerise sur le gâteau halal, c'est bon, on m'a renversé. Ça, et il est le premier à l'annoncer. Il se fait le porte-parole des putschistes. Sourire en coin. On m'a renversé. Non, mais bon, on les renverse. On ne lui fait rien. Ce sont les opposants qui sont inquiétés. Et monsieur est rentré à Dakar, d'où il est venu. Parce qu'avant qu'il ne devienne président, il vivait chez son grand frère, au sens large du terme, Macky Sall. Donc, il est rentré au Sénégal. Quant à la Guinée équatoriale, en sous-bassement, lorsqu'on regarde cet événement, Guinée-Bissau, pardon. S'il vous plaît. Oui. Même hier, dans ma propre chaîne YouTube, je n'arrêtais pas de parler de la Guinée équatoriale. Ils vont me fouetter à la fin. C'est possible, mais bon. Ne perdons pas de vue, en sous-bassement et en filigrane, le problème que ces pays devenaient ce que les Occidentaux appellent péjorativement un narco-État. Et ne perdons pas aussi de vue que l'Afrique de l'Ouest est une région en mutation. Les dirigeants de chaque pays est regardé, sous-pesé, parce que dis-moi qui dirige tel pays, je te dirai la configuration de l'Afrique de l'Ouest ces derniers temps. Donc ça aussi, c'est des éléments dont il faut tenir compte. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui me dérange dans l'appellation de ce pays comme étant un narco-État. Et vous le soulignez d'ailleurs à juste titre en disant que c'est vraiment les Occidentaux qui considèrent que c'est un narco-État. Et je pense que c'est péjoratif. Parce que péjoratif. Quand on regarde le trafic de drogue, même dans des États, comme on le dit, etc., si on regarde la France uniquement avec la lunette, par exemple, de Marseille, pardon pour les gens de Marseille. Et le Havre aussi. Hein. Tout à fait. Et le Havre, on peut considérer aussi, on peut se poser la question. Donc voilà, moi je pense que c'est un narratif sur lequel je ne suis pas tout à fait... j'ai été prudent de dire tout à fait. Comme les disent les Occidentaux, parce que je n'épouse, mais vraiment pas cette appellation. L'actualité actuelle en France parle du narcotrafic. Après, il faut dire que les Bissau-Guinéens, du moins l'élite politique, ne fait pas non plus beaucoup d'efforts pour se débarrasser de ce narratif. On est totalement d'accord. Dans les discours de Hortan Tam, il y a le sous-entendu que voilà, il y a une tentative de déstabilisation du pays par, entre autres, les barons de la drogue qui nous ont poussés à intervenir pour rétablir l'ordre. Évidemment, on peut sourire du fait que quelqu'un mène un coup d'État pour empêcher un coup d'État en amont. On avait déjà eu un cas similaire entre monsieur le général Ansouman Mané et monsieur João Bernardo Vieira qui se sont accusés mutuellement d'avoir faciliter les transits de drogue, aider des Casamançais et de nos amis de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, il y a aussi cette approche-là que l'élite politique bissau-guinéenne, qui pour certaines est d'ailleurs engluée dedans, parce que même s'il ne faut pas en faire un élément de propagande, il ne faut pas le nier non plus. Et donc, eux-mêmes, en premier ressort, doivent se débarrasser de ce narratif, au-delà de se débarrasser justement de la gangrène du narcotrafiquant qui émaille le pays. Et ce qui ne m'empêchera pas vraiment de faire ces commentaires, les États-Unis menacent d'envahir le Venezuela parce que, selon eux, c'est un narco-État. Mais curieusement, ils ne voient pas la fameuse drogue en Guinée-Bissau. Après, les intérêts ne sont pas les mêmes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Un pays est un ennemi historique de l'oncle Sam, l'autre est, on va dire... C'est ce que je voulais justement souligner parce que les gens pensent qu'il est tellement gentil qu'il veut...
nous débarrasser du problème vénézuélien. C'est juste démontrer qu'il n'est pas là-bas. Ce qui est curieux, c'est ce manque d'inspiration intellectuelle pour rendre un peu sophistiquée la chose quand même. Pourquoi on insulte l'intelligence des gens comme ça? On nous dit on a découvert une cache d'armes. D'accord, très bien, les renseignements, les services de renseignement auraient découvert une cache d'armes, un dépôt d'armes. D'accord, mais mettez la main, neutralisez les propriétaires de ce dépôt, ça ne nécessite pas un coup d'État. Non, et puis par ailleurs, ce qui interroge aussi, c'est qu'en Guinée-Bissau, on sait la force du pouvoir militaire. Et donc Oui. c'est assez curieux d'utiliser effectivement cette raison qui est grotesque pour dire ça. Donc non, ça ne va pas. Mais encore une fois, cela pose la question toujours qu'on a toujours posée sur ce plateau, c'est de savoir pourquoi on n'a pas des institutions fortes. Parce que finalement, là, le processus a été interrompu avant, sous prétexte qu'on n'a pas des institutions fortes. C'est-à-dire que... Vous parlez d'institutions, Karine Orio. Je me souviens très bien, quand on avait déposé Bazoum, toutes les effervescences qu'il y avait, les présidents sont montés au créneau, ont immédiatement mis sur la table l'idée de constituer immédiatement un contingent pour intervenir militairement à Niamey. Mais là, c'est silence radio, on n'entend rien. Mais attention, la CEDEAO a condamné fermement par voie de communiqué. Oui, mais vous avez vu le communiqué? Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est quoi la différence entre le coup d'État dont Bazoum était victime en 2023, si ma mémoire est bonne, et celui qui vient d'emporter Embalo Sissoko aux yeux de la CEDEAO? Alors, la CEDEAO a évidemment, comme Karine vient de le dire, tout autant condamné l'un que l'autre. Évidemment, il y a une différence au niveau des enjeux. La Guinée-Bissau, c'est un minuscule pays de 31 000 km. Ah, c'est la taille qui détermine? Non, je n'ai pas fini. Voilà, c'est un petit pays de 2 millions d'habitants. Et voilà, du point de vue, même s'il est quand même parmi les 10 exportateurs mondiaux de produits comme la noix de cajou, c'est une économie relativement faible. Le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a évalué l'indice de développement humain, le rang de la Guinée-Bissau au 177e rang mondial. Et du point de vue, voilà, certes, l'enjeu du littoral, de la pêche et des ressources offshore, c'est un pays qui représente un enjeu bien moindre que ne l'est le Niger avec les gisements d'uranium. Quand vous prenez la mine de Imouraren, vous avez 200 000 tonnes d'uranium très convoitées par Orano qui ne digère pas le fait d'avoir été dépossédé de ces éléments. Vous avez la crainte de l'effet de contagion qui va prendre le Mali, le Niger, bref, et qui peut aussi avoir un effet dominant en Afrique centrale. Vous avez une lecture différente qui va pousser dans les impérialistes sur le cas du Niger à bomber le torse et à vouloir rétablir leur marionnette locale, permettez-moi le terme, sous couvert du retour à l'ordre constitutionnel. En Guinée-Bissau, par contre, on peut avoir cette impression ceux qui peut-être comprennent mieux la situation, même s'ils parlent officiellement de suivre le processus électoral, c'est-à-dire le Portugal qui s'est exprimé, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Gutiérrez, ils vont avoir davantage de recul parce que peut-être d'une certaine façon, on est plus dans une question de répétition du déjà connu que dans une question d'enjeu véritable. La Guinée-Bissau, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une véritable tragicomédie. Depuis le premier coup d'État de 1980 qui a renversé Luis Cabral, le frère de l'autre. De Amical Cabral. Oui, M. João Pereira lui-même a été renversé en 99 par Ansuman Mané qui a voulu se maintenir, mais ça n'a pas marché. On a poussé pour que le président de l'Assemblée nationale populaire, M. Malam Bakay Sagna, puisse assurer un intérim qui a porté au pouvoir M. Koumbalala, qui lui-même va être renversé. En fait, c'est un épisode incroyable. Oui. Tant et si bien que ce n'est pas en quelque sorte, ce n'est pas en soi une nouveauté, ce qui arrive en Guinée et Bissau, dont la communauté internationale, comme on l'appelle, ne va pas jouer la surprise et dire que tiens, il se passe quelque chose d'absolument inédit en Guinée-Bissau, et donc il y a une sorte de monotonie qui s'installe où on regarde et finalement on laisse les Africains s'en dépatouiller. Pour finir, la seule chose qu'il faut quand même remarquer, c'est que, à l'instar de mon pays, le Cameroun ou d'autres pays en Afrique, quand il y a un processus électoral comme ça qui accourt et que le président sortant voit un opposant émerger,
il va essayer de le neutraliser en amont et de susciter des alternatives qu'il minimise, mais qui, évidemment, peuvent le renverser. C'est le cas de M. Bakary au Cameroun, qui revendique sa victoire contre Paul Biya. C'est le cas de M. Fernando Diaz en Guinée-Bissau, qui revendique sa victoire contre Sissoko Embalo. Dans les deux cas, que ce soit des instruments du régime ou non, dans les deux cas, Oui. le régime ne s'attend pas à être renversé. Et si maintenant, il y a une impression d'éventualité sérieuse de chute, le régime va procéder par le mécanisme que j'ai décrit, le piège de Thucydide, neutraliser l'ennemi avant qu'il ne devienne trop gros pour nous neutraliser nous. Donc c'est un enjeu principalement bissauien ou guinéo-guinéen, où la population, j'aime bien les révolutions populaires, où le peuple récupère sa souveraineté. Pour ce qui est des coups d'État, à quelques exceptions près évidemment, pour ce qui est des coups d'État militaires, il est en fait triste de constater qu'en fait la Guinée est dans cette spirale sans fin qui ne semble pas finir. On va approfondir la question après une courte pause, si vous permettez. D'accord, après bien une sûr. courte pause, à tout de suite. Oui. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la Guinée-Bissau qui vient de connaître un coup d'État, entre guillemets. On va dire, Karine Orio, nous étions en train d'évoquer la condamnation du bout des lèvres par la CEDEAO qui est beaucoup plus timide, et cette fois-ci par rapport au coup d'État que nous avons connu au Niger. Oui, absolument. Mais la nuance que moi j'apporterais, c'est que là, on a appris ce matin que le président Sissoko était arrivé à Dakar. Oui. Mais dans le communiqué qui a été partagé justement par le ministre des Affaires étrangères sénégalais, on voit qu'il y a une implication de la CEDEAO. Comment est-ce qu'il a fait pour qu'on lui affrète donc un aéronef et pour qu'il atterrisse à Dakar? Effectivement, le Sénégal a précisé dans ce communiqué que il participait de façon active à la médiation pour que ça se passe bien, mais c'est l'intervention de la CEDEAO. Enfin, c'est peut-être pas au même niveau. Donc, effectivement, par contre, là où vous avez raison, c'est que on est encore en droit de se poser la question de savoir comment est-ce que cette institution aujourd'hui condamne les coups d'État. C'est-à-dire qu'on a bien affaire à deux poids, deux mesures, parce que quand ça concernait effectivement le président Bazoum, la CEDEAO n'a pas pu réagir de cette manière. Là, en l'espace de 24 heures, en tout cas, on a vu le pouvoir de Embalo Sissoko qui se retrouve tranquillement à Dakar. Non, je pense que les spécialistes et les hauts conseillers et respectables fonctionnaires de la CEDEAO doivent nous expliquer comment ça se fait qu'on exfiltre un président déchu 24 heures seulement après, sans exiger qu'on le rétablisse dans ses fonctions. Il faut qu'on explique, il faut qu'on comprenne pourquoi fait partie aussi rapidement de Bissau le président déchu au lieu d'exiger des putschistes qu'on le rétablisse immédiatement dans ses fonctions. Ouais, on peut raisonner aussi autrement en se disant que la CEDEAO est au courant que le monsieur était en passe de perdre les élections, qu'il a organisé un simulacre de coup d'État. On ne va pas les victimiser, les garder, qui deviennent encombrants comme le président Bazoum pour les militaires qui dirigent le Niger aujourd'hui. Donc pour eux, c'est peut-être un bon débarras
qu'il aille ailleurs au Oui, lieu mais- de se retrouver, après avoir procédé à un simulacre de coup d'État, au lieu de se retrouver comme un élément central du jeu politique. Mais maintenant, là où ça dérange par rapport à la CEDEAO, Oui. pourquoi on doit neutraliser des personnes susceptibles d'avoir gagné Une élection. une élection? C'est ça vraiment C'est- la bonne question qu'on doit poser à la CEDEAO. Et puis Claude Wilfried et Kanga, même quand on se place du côté des putschistes, mais je veux dire, quand on dépose un président, on le garde d'abord et on coupe ses relais éventuels. Parce que vous ne savez pas si il est affilié à des groupes ou bien comment l'armée va réagir. Vous ne livrez pas un président déposé 24 heures après. Vous ne lui permettez pas de voyager 24 heures après. Au fond, il faut constater qu'il y a une sorte d'insulte qui est faite à l'intelligence des gens. Surtout l'autorisation de voler de l'avion. Hein. Franchement, alors que les frontières étaient censées être Tout à fermées. fait, tout à fait. Oui, évidemment, dans la particularité d'un pays comme la Guinée-Bissau, c'est qu'avec la cavalcade de coups d'État qui se sont passés et de tentatives depuis 1980, il y a des regards qu'on peut avoir sur certains épisodes antérieurs. Non, mais raisonnez du point de vue de la CEDEAO, Oui, du point de vue institutionnel. j'y viens. Oui. Lorsque M. Luis Cabral, au pouvoir depuis 1974, est renversé par Pereira en 80, à un moment donné, il va s'exiler au Portugal. Il ne va d'ailleurs pas vouloir revenir tant que M. João Bernardo Pereira Vieira sera en fonction. Il a fallu attendre la fin, les années 99-2000 et la chute de Bernardo Vieira pour que Luis Cabral revienne. Et il faut retenir que M. Vieira lui-même ne reviendra que pour les élections de 2005, 2 ans après le coup d'État de monsieur qui a renversé monsieur Kumbalala en 2003. Donc, la Guinée-Bissau a la pratique de président déchu qui se retrouve à un moment donné hors du territoire. Évidemment, on peut se poser quand même la question dans la mécanique actuelle. Pourquoi cela se passe aussi rapidement et sans heure? Même si je me réjouis du fait qu'il n'y ait pas de sang, qu'il n'y ait pas d'heure, on peut essayer également d'expliquer ça par le fait que des deals qui se passent parfois entre le pouvoir et les putschistes, surtout quand le président déchu est rapidement prêt au compromis, voire à la compromission, on peut lui dire on t'établit un sauf-conduit. Si tu ne fais pas d'entourloupe, on t'établit un sauf-conduit et on te laisse littéralement aller et venir si tu acceptes le nouvel ordre. Et cela pourrait être présenté par Embalo comme un élément en disant que, bon, vu que je ne me suis pas opposé, que j'ai reconnu la nouvelle autorité de transition, il ne m'est rien arrivé. Mais de l'autre côté, ce qui semble d'ailleurs plus crédible, c'est quand on observe que M. Domingues Pereira, lui, par contre, il est arrêté. Il est évident que Embalo et le PAIGC ne s'entendent pas du tout. M. Pereira était son adversaire aux élections de 2019 et donc il a été neutralisé pour un motif aussi débile que surprenant, comme quoi il aurait déposé son dossier un peu trop tardivement. On trouve toujours des circonstances. Oui, admettons que cela ait été pertinent de le faire ainsi. Oui, je veux dire, on est dans la continuité justement de l'empêchement de l'autre. Et le fait qu'on maintienne M. Pereira emprisonné et qu'on permette à Mbalo de circuler, c'est ce que je voulais dire quand je disais que ça épouse plutôt la thèse plus probable d'ailleurs que les militaires aujourd'hui, comme Embalo lui-même, ont pour adversaire commun le PAIGC et donc il y aurait une possibilité d'arrangement d'une manière ou d'une autre entre les deux, soit dans l'immédiat de laisser la transition se poursuivre et comme ça il ne t'arrive rien, soit à la fin de la transition d'1 an de réorganiser une élection. On va te permettre de récupérer le pouvoir. C'est la thèse que défend M. Fernando Diaz qui, quand vous lui posez la question, va vous dire qu'il ne croit pas du tout en un candidat. C'est Embalo qui sentant ses défaites venir. Donc ça veut dire que la CEDEAO est complice de cet arrangement. Ce serait très... Parce qu'on aurait pu dire à ces militaires, d'accord, on va laisser filtrer Embalo Sissoko, mais libérer quand même Siméon Pereira. Oui, ou laisser l'ordre constitutionnel mais oui, parce qu'il n'a rien... Non, même pas. Parce que l'antienne de la CEDEAO, c'est la démocratie, les élections. C'est pour ça que je dis l'ordre. Quelqu'un qui sabote le processus électoral, ne fût-ce que sur ce plan, la CEDEAO devrait monter au créneau pour dénoncer les sabotages du processus électoral. D'autant plus que les résultats étaient prévus pour le lendemain, donc il n'y avait pas 1000 ans à attendre. Non. Et il y avait les observateurs sur place qui, soi-disant, ont été coincés par les coups d'État, dont l'ancien président nigérien Goodluck. Jonathan Goodluck, justement, oui. Et puis, qui sont ces militaires? Thomas Djassi,
c'est le chef d'état-major particulier du président Embalo, le patron actuel de l'armée. Et Octane Tam, il était le chef d'état-major de l'armée de terre. Ils sont allés en pèlerinage ensemble à la Mecque. Tout à fait. Sans compter le général de brigade Denis Kania, qui a d'ailleurs lu le... Comment on peut faire ça en 2025? Oui, c'est tellement capillotracté que ça fait sourire. Oui, à défaut d'en pleurer, effectivement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il a investi, nous sommes le 28 novembre. Ce matin, il a investi président de la transition pour un an. On sait toujours quand ça commence. On ne sait jamais quand ça se termine. Quand ça se termine. Et quand ça se termine, vraiment, on sait comment ça se termine. Le président de la transition est candidat à la présidentielle. Et naturellement, il gagne. Il gagne toujours. Le président Mobutu avait fait un coup d'État le 24 novembre 1965 pour 5 ans. Il est resté 32 ans. Donc, on va assumer, nous sommes en train d'assister à une situation politique où et la CEDEAO et les Bissau-Guinéens vont assumer le fait que le processus électoral s'arrête net et qu'on ne parle plus jamais des élections. Attention, parce qu'effectivement, comme l'a soulevé mon confrère ici sur ce plateau en disant que Mobutu l'avait fait, tous ceux qui l'ont fait, là, la Guinée-Bissau, aujourd'hui, se retrouve dans une situation économique tellement catastrophique que déjà, ils vont subir les sanctions, puisqu'ils vont être sanctionnés par tous les organismes internationaux, puisque tant qu'il n'y a pas effectivement d'élection, est-ce qu'ils vont rétrocéder le pouvoir aux civils? Ça, c'est la question. Ils se retrouvent quand même avec toutes les aides supprimées. Il faut savoir que la Guinée-Bissau dépend énormément entre des aides de la coopération internationale. C'est vrai. Tout ça. Donc, la situation économique fait que, même si là, en tout cas, le nouvel homme fort du pays souhaite rester aux commandes, il y a quand même l'économie... Il a investi, là. Oui, mais il a promis 1 an. C'est une façon de dire à la CEDEAO, encore une fois, on va régler les choses à notre manière, on va organiser. Mais entre-temps, on ne sait pas quelles sont les négociations qui vont être faites, puisque, vous l'avez dit vous-même, Sissoko n'est pas hors jeu. On ne sait pas ce qu'il va organiser. Il reste encore acteur de... Oui, c'est ça, oui. Évidemment. Oui. Le nouveau général, vous l'avez dit vous-même, ils sont partis ensemble. Oui. Donc, est-ce qu'ils vont s'entendre jusqu'à la fin des 1 an? Est-ce qu'il va vouloir devenir le nouveau chef, réellement, de plein droit? Bon, en tout cas, c'est celui qui, aujourd'hui, satisfait toutes les factions militaires. Mais il peut y avoir des mécontentements, en sachant que Sissoko, lui, déjà, ne faisait pas l'unanimité. Vous vous souvenez qu'il avait plutôt créé de la méfiance envers le pouvoir militaire. Donc là, tout est fragile. Mais dans cette fragilité, lorsque vous avez parlé de l'économie, vous vous êtes placé sur un point de vue d'une personne qui se soucie de la population. Oui. Mais si on se plaçait, on regardait les problèmes sous l'angle de la classe politique, tant que ils peuvent dealer avec des milieux mafieux qui sont dans les commerces ou les trafics de la drogue. Pas eux tous. Pas eux tous, on ne va pas généraliser. Quelques personnes. Voilà. Du moment qu'ils vont... Parce qu'il y a des Bissau-Guinéens qui font correctement leur travail, qui sont des gens totalement intègres et qui ne donnent pas dans le deal. On parle de la classe politique, surtout ils sont les militaires qui viennent de faire un coup d'État. Oui. Donc pour eux, je ne pense pas que le bien-être de la population soit leur priorité. S'ils ont d'autres leviers, malgré les sanctions, ils peuvent se faire l'argent. Entre autres, l'argent facile. Par exemple, la drogue, ils peuvent s'en contenter au détriment de la population. Ça aussi, il faut en tenir compte parce que la CEDEAO, le Fonds monétaire international risquent de frapper cette pauvre population qui est victime. C'est vrai, les sanctions, effectivement, parce que ça frappe beaucoup plus la population que les dirigeants. Absolument. Donc il faut chercher quelque chose qui frappe directement les dirigeants pour que l'on puisse sortir par les hauts de cet épisode. Vous l'avez dit, Antonio Guterres a fortement condamné ce coup d'État. On peut considérer que lui n'est pas dans le coup. On va dire l'Union européenne aussi. Il y en a pas marre, en tant qu'intellectuel africain, d'être témoin de ces genres de situations où c'est toujours nous qui avons problème et que les autres condamnent, demandent le rétablissement de l'ordre constitutionnel. C'est devenu à la fois, c'est pas devenu à la fois facile et gênant. Si, c'est devenu même redondant. Oui. La Guinée-Bissau semble, c'est peut-être un mot fort que je vais utiliser, la Guinée-Bissau semble un peu maudite avec cette histoire de coup d'État.
En ce sens où même son indépendance de septembre 74 intervient à la suite d'une révolution dans la métropole. On n'a pas beaucoup de cas comme ça où la métropole libère ses colonies après y avoir été elle-même victime d'une révolution. C'est en 74 qu'a lieu la fameuse révolution des œillets qui fait tomber Marcelo Caetano, qui lui-même avait profité de l'AVC et qui avait opéré un coup d'État scientifique envers M. Antonio de Oliveira Salazar, qui va donc définir une nouvelle république au Portugal avec M. Antonio de Espinola, qui va, d'une certaine manière, un peu au forcing, laisser la Guinée-Bissau être indépendante, qui, au demeurant, avait mené une lutte incroyable avec Cabral, Pereira et tous les résistants du PAIGC. Donc, à partir du moment où l'indépendance de ce pays intervient, un peu comme pour le Mozambique, pour l'Angola, à la suite d'une révolution en métropole, on a l'impression qu'il y a une sorte de délocalisation des paradigmes révolutionnaires fréquents, dont en 80, en 99, en 2003, en 2012, des coups d'État, des pseudo-coups d'État, etc., on se retrouve effectivement dans cette spirale-là où ce n'est même plus choquant, ce n'est même plus effrayant. Il n'y a que M. João Bernardo Vieira qui a pu finir dans cette configuration politique un mandat de 5 ans. Et il n'y a personne, même si c'est comme Mbalo, on dirait... Il y était presque, mais même lui n'aura pas terminé. À quelques jours près. Oui, même lui n'aura pas terminé. Il n'y a pas eu un seul qui a pu faire 2 mandats consécutifs. C'est dire si la Guinée-Bissau est dans quelque chose d'absolument ubuesque où on regarde ça comme un énième épisode d'une sitcom qui se renouvelle sans cesse. Et pour répondre à la question quant à l'avenir, tout à l'heure, j'ai dit que j'aime les révolutions populaires, effectivement, en ce sens où, lorsque le peuple décide, parce qu'il en aura le bol de récupérer ce qui lui revient de droit, à savoir la souveraineté, comme ce qu'on a eu récemment dans un pays plutôt loin de chez nous, dans l'Himalaya, le Népal, il y a plus à croire qu'on a en face de nous une véritable alternance, parce que c'est le peuple qui va choisir les intérimaires, et c'est le peuple qui, à la fin des intérims, va définir, dans le cadre d'une élection, qui est son dirigeant, après s'être débarrassé des institutions corrompues. Mais dans le cas de la Guinée-Bissau, avec des coups d'État qui sont commis par des frères d'armes d'hier, même M. Pereira était un allié du combat contre l'impérialisme. Il renverse l'une des figures du combat anti-impérialiste. C'est ça. M. Cabral, et ainsi de suite. En fait, on est simplement dans le déjà vu, le déjà connu, et il n'y a pas vraiment d'éclaircie en vue. Donc, il est très probable, je m'avance même pas quand je dis que dans les 5 ans qui viennent, il y aura très probablement, quand je dis 5 ans, je suis gentil, si un énième putsch intervient la semaine prochaine, il n'y a personne qui va crier à la surprise. C'est vraiment un pays englué dans une spirale tragique qui doit trouver en son sein, mais vraiment de manière populaire, les 2 millions de Bissau-Guinéens doivent trouver les ressources pour enjoindre leurs militaires, leur classe politique, de ne pas confondre la République avec la chose de, et si à la population, mais vraiment de récupérer d'une manière ou d'une autre sa souveraineté. Sinon, les événements qu'on voit sous nos yeux depuis 1980, c'est-à-dire il y a 45 ans, n'ont aucune raison de s'arrêter en 2025. Il n'y a pas d'indice qui pointe en ce sens. On est plutôt dans, un échafaudage encore plus grotesque que ce qu'on a vu récemment, parce que Mbalo, comme l'a dit Karine, voilà, c'est un spécialiste de la mise en scène, c'est un spécialiste de... Oui, mais il faut peaufiner un peu le plan, quand même, je vais dire. Oui, enfin, disons, faire preuve d'un peu d'ingéniosité, ça c'est... Oui, non, mais quand même. On peut faire un effort quand même. Ici habillé, on l'a vu déposer la flamme de la paix avec Mahmoud Abbas, on l'a vu en même temps déposer la même flamme de la paix avec Netanyahou, on l'a vu sourire avec Volodymyr Zelensky, on l'a vu sourire avec Vladimir Poutine, on l'a vu, en fait, il est spécialiste de l'entre-deux. Et maintenant, épisode 1000X, il réussit à faire un coup d'État où il perd malheureusement le pouvoir, tout en n'étant pas si malheureux que ça d'avoir perdu le pouvoir, tant et si bien qu'on n'y voit plus grand-chose. S'il a vraiment perdu, puisque vous dites qu'il reste un acteur. Oui, moi je pense qu'il reste un acteur du jeu politique, mais pour revenir à la question de savoir si on n'est pas dans une répétition, mais que souhaitez-vous que les institutions internationales fassent ? Je veux dire, après tout, c'est dans le rôle de l'Union africaine, de faire un communiqué. qui doit quand même un peu, à qui on reproche un certain nombre de choses. Mais je veux dire, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre ? À part condamner, féliciter. Enfin, on est habitué à ça. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre ? Les coups de pression vont arriver bien après. Mais le problème, oui, ça doit venir de nous.
La menace militaire, Moi, je faut sais préciser pas. que la CEDEAO Je- avait je- menacé d'une intervention militaire Oui, dans le cadre bien de Zoom, sûr, bien sûr. évidemment parrainé par Emmanuel Macron, ce qui n'était pas Est-ce très que glorieux. intellectuel- Malo aussi est très est-ce proche que- quand même d'Emmanuel Macron. Et il y a même certaines sources qui soupçonneraient que la France aurait parlé avec le Sénégal pour affréter l'avion. C'est Sous probable. réserve que ce soit... voilà. En tout cas, Macron n'interviendra pas en Guinée-Bissau. Ça, c'est sûr. Ou directement. Par personne interposée, Ça ce n'est s'entend. pas exclu. On va s'attendre à quoi maintenant? Qu'à un moment donné, ils disent à Simon S. Pereira et à Fernando Diaz, barrez-vous. On vous libère, mais vous retournez au Portugal. Non, Aussi. mais de toutes les façons, ils vont réclamer la vérité des Oui, urnes. mais jusqu'à quand? Oui, après, c'est toute la question. Mais c'est ça qui est complètement ubuesque dans la situation qu'on vit aujourd'hui. C'est qu'ils ont interrompu un processus électoral pour décider autre chose, qui maintiennent, vous l'avez dit, les opposants en détention pour des raisons qui sont inexpliquées. Comment ils vont faire cette transition? En faisant comment? Oui, au milieu, vous avez un peuple Oui. qui, de bonne foi, est allé aux urnes et pense choisir le prochain président. Oui. Et ce peuple est désabusé. Et le comble, c'est qu'il y a eu cette fois-ci mais une vraie campagne Absolument. électorale avec un engouement. Mais dans toutes les villes, les gens étaient très contents de voter. Et ben, c'est à quelques heures où il y a collapse. Mais quand même c'est assez- encore Sissoko quand même qui tient la télé. Depuis Dakar. Parce que il est en train de vouloir montrer que, écoutez, on a eu, comme C'est très on l'a dit intéressant ce déjà, que vous dites. on a eu un coup d'État qui s'est passé sans effusion de sang. Tout va bien. D'ailleurs, dans les 48 heures, un de mes petits, comme on dit, un de mes petits gère les choses. Et moi, je suis à Dakar sain et sauf. Parce que le communiqué, quand même, ce que je tiens à signaler, c'est que c'est le rôle joué quand même par le Sénégal, qui a quand même fait un communiqué expliquant qu'il est arrivé sain et sauf. Donc, on craignait pour la vie de Sissoko, c'est-à-dire qu'à côté de Les tous... opposants, D'accord. Et C'est ça. les opposants? Les opposants et le peuple, à qui Oui. on a confisqué quand même son pouvoir. C'est quand même grave. Parce qu'il fallait le plaindre en plus, le président Balecheux. C'est ainsi que dans mon propos introductif, je disais, il faut toujours regarder les mutations qu'il y a en Afrique de l'Ouest. Maintenant, qui est avec qui fait quoi, qui est à la tête de quel pays? C'est une question très intéressante qu'on va aborder après une coup de pause. À tout de suite. Ouais. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la Guinée-Bissau. L'homme fort du pays s'appelle désormais Horta Ntam. Il fut précédemment chef d'état-major de l'armée de terre. Maintenant, c'est lui, l'homme fort du pays, le président déchu, séjourne est actuellement à Dakar. Chers invités, le cas bissau-guinéen pose sur la table un problème qui transcende la Guinée-Bissau, mais qui concerne tout le continent. C'est trois questions importantes qu'il faut qu'on aborde dans cette question. C'est la question de notre rapport au pouvoir, la question du rôle que doit être celui de l'armée dans une république, et la question des mécanismes d'alternance en Afrique. Il faut revoir tout. Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on n'y arrive pas. Comment on fait? Commençons par la troisième question. Dans les années 90, on laissait compétir les opposants.
et on truquait les élections dans les urnes. Après, on a décidé d'utiliser la justice pour éliminer les opposants, puisque les observateurs internationaux pointaient du doigt. On se souvient des images avec des urnes emportées par l'armée, etc., etc. On utilise la justice pour éliminer les opposants. Maintenant qu'elles sont faites, troisième étape, on élimine non seulement par la justice, avec la justice, les opposants, mais on désigne son successeur maintenant. Les civils le font, et on voit maintenant que les militaires aussi le font. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais en parlant des mécanismes, c'est la première question. Oui. Mais finalement, on est un continent très jeune dans tout ce qu'on nous impose comme démocratie de façon théorique. Le multipartisme, c'était quand? Vous vous souvenez, on a même 90. encore des images. On a encore des images quand on a annoncé aux chefs d'État, tous, en leur disant c'est la fin du parti unique. Tous étaient tristes. Attention. Juin 90. Voilà, c'était. Mais attention, il va falloir créer plusieurs partis. Donc, on a même fabriqué, vous l'avez dit, il y avait des opposants. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on parle encore d'opposants de complaisance fabriqués. Mais on n'a pas intégré ça. Je suis désolée. Aujourd'hui. Ah non, certains pays le font correctement. Oui, d'accord. Mais Cap-Vert, île Maurice, les anglophones. Bien sûr. Les anglophones n'ont pas de problème avec la démocratie électorale. Alors, moi, là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est quand on oppose les pays, d'une part, d'Afrique francophone avec ceux qui sont les anciennes colonies. C'est factuel. Les anciennes. Oui, mais. C'est différent. On est d'accord. Ça reste, pour moi, ça reste toujours fragile. Oui. On n'est pas Mais on est toujours en aujourd'hui- Afrique. On est toujours en Afrique. D'accord. Vous avez Ok. des pays dans lesquels on pensait que l'alternance était complètement installée. On le voit, par exemple, les gens s'interrogent sur le Bénin. Vous avez raison. En disant, bah oui, nous, Vous avez on a une raison. crainte, etc. Vous avez raison. Pourquoi est-ce que ça reste dans nos États, dans nos esprits? Donc, les mécanismes ne sont pas, pour l'instant, on n'a pas encore des mécanismes puissants parce qu'on n'a pas des institutions et parce qu'il n'y a pas de confiance. Le peuple ne peut pas avoir confiance en cette élite politique. Claude Wilfried et Kanga, le journaliste africain que je suis est toujours peiné, gêné quand, à chaque occasion, je vois des missions d'observateurs de l'Europe déployées sur l'Afrique. Alors qu'à l'inverse, l'Afrique n'envoie pas d'observateurs électoraux en Occident quand il y a une élection politique. Pourquoi on continue de faire ça? Parce que déjà, on est dans un mécanisme de puissance. Évidemment, le plus fort donnera toujours des injonctions aux plus faibles. Si cela est d'autant plus nourri par l'incapacité du plus faible Oui. à être non seulement fort, mais avoir des institutions fortes, Et fiable, oui. évidemment, ça va compliquer l'affaire. C'est Obama qui le disait, donc il ne faut pas il faut pas des hommes forts, mais des institutions fortes. Je précise pour ma part que l'un n'exclut pas l'autre. Il faut les deux. Il y a une bonne continuité. Tout à l'heure, je disais autant pour moi que l'ancien président José María Vaz, le prédécesseur de Embalo, était le seul à avoir fini un seul mandat. On se disait que bon, ça allait plus ou moins continuer ainsi, puisqu'il y a eu une succession électorale. On voit comment la fin du mandat de M. Embalo se termine. Je vais m'aligner avec la position de M. Recher sur l'observation malheureusement factuelle qui montre que les Afriques francophones ont une autre approche de la chose politique que les Afriques anglophones. Le cas du Bénin, d'ailleurs, est d'autant plus tragique que c'est effectivement encore un pays des Afriques francophones. La distribution de l'économie joue un grand rôle, ainsi que le mécanisme politique de l'administration indirecte qui s'oppose au jacobinisme des pays francophones. Au Ghana, par exemple, on a eu les mêmes problématiques. Le Kwame Nkrumah a été renversé en 1966. Après, on a eu une période d'instabilité jusqu'à l'arrivée de Jerry Rawlings, qui a réussi quand même l'exploit de mener 2 coups d'État en 1 an et demi, en ayant installé M. Hilal Iman, qu'il va lui-même après renverser. Mais M. Jerry Rawlings a été capable d'accepter le changement de paradigme au début des années 2000, quand son protégé, John Dramani Mahama, n'a pas pu remporter l'élection face à John Kufuor. Il a accepté, il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas eu de remous, et le Ghana a amorcé une belle phase qui dure encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup de pays anglophones. Par contre, les pays francophones ont une conception très centralisée, très jacobine du pouvoir, où c'est littéralement vu comme la chasse gardée d'une certaine caste. Quand tu y ajoutes, comme j'ai dit, quand tu y ajoutes la construction économique, où on va se focaliser non pas sur le made in et la production industrielle, mais plutôt sur la commercialisation de la matière première, donc sur les services et évidemment la fonction publique, ça va générer une classe sociale qui vaudra tous azimuts arriver aux affaires
et y rester, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives de se remplir les poches. Donc on va, La politique devient un domaine d'enrichissement. ça devient le business plan, Un gagne-pain. le business plan par excellence, qui fait que même un pays comme la Guinée-Bissau, qui certes n'est pas anglophone, n'est pas francophone, mais est plus francophone quand même que anglophone, qui a une réalité davantage similaire à celle des autres enclos de la métropole française. On en arrive donc à cette même considération de la politique, où à un moment donné, chacun pense qu'il est le meilleur, il est l'homme de la situation, et quels que soient les motifs que chacun va évoquer, Oui. évidemment, l'enjeu, en fait, c'est de rester. Je parlais tout à l'heure du général Ansouman Mané. À côté, ce que M. Hortentam fait, c'est léger. C'est Parce ça, qu'Ansoumana Mané c'est avait- soft, effectivement. oui, il avait proposé une transition de 10 ans. Heureusement, il y a eu une fronde de partis politiques en 98-99 qui lui ont dit c'est hors de question. Et c'est ainsi que M. Bakaï Sagna a pu assurer Mais la on n'est qu'au début, hein, Wilfried, hein, pardon. Oui, non, Pour non, l'instant, mais évidemment, il y a possibilité, comme à la Oligingema. On ne sait jamais quand ça finit. Oui, à la Déby, non, il y a une possibilité elle est d'ailleurs très probable, s'il ne se fait pas renverser en amont, il y a une possibilité qu'il prolonge son fameux mandat de 1 an si on ne fait pas revenir Sissoko entre-temps. Mais avec Ansouman Mané, il n'a même pas cherché à prendre des gants, il n'a même pas cherché à bifurquer. Claude Richie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On éduque le peuple à faire comme ce que je viens d'évoquer. La fronde des partis politiques a empêché un général d'armée de transformer une transition en une période supérieure au mandat en soi. Il faut que les Bissau-Guinéens, qui sont 2,5 millions, j'ai évoqué il y a 2-3 reprises mon pays, le Cameroun, je pense qu'on est dans la même problématique. À un moment donné, quand les institutions ne fonctionnent pas, quand les hommes ne sont pas crédibles, il faut que le peuple se soulève et justement récupère sa souveraineté et exige de lui-même la mise en place d'institutions qui ne seront plus violées parce que surveillées par ce peuple-là, qui sera prêt à refaire la même chose à chaque fois que un aventurier confondrait les institutions de la République avec sa chasse gardée personnelle. Ils seront massacrés. Si cela n'est pas fait, La répression. on va dire que... Enfin, et ça va être qualifié d'insurrection, Ben ça va oui. être qualifié de tout ce qu'on entend déjà. je suis en train d'élaborer un mécanisme qui n'est pas facultatif, pas un mécanisme qui me fait plaisir. La continuité de la spirale que nous observons en Guinée-Bissau C'est ça. est infinie si cela n'est pas fait dans ce cas de figure. La République française dans laquelle nous vivons a dû affronter les mêmes démons. Après On est d'accord. l'instauration de la monarchie absolue sous Louis XIV, on a eu une volonté de continuité sur ses successeurs, jusqu'à Louis XVI, qui s'est heurté à une population qui lui a dit « ça finit avec toi ». On est d'accord. Et quand un Charles X a essayé le coup 41 ans plus tard, la révolution de juillet, Donc, ça veut dire ce dire que le même. vous êtes en train de nous expliquer, Claude, Wilfried et Kanga, même que le Sénégal y est nous passé. n'avons pas encore atteint la maturation sociologique, politique nécessaire pour nous en tenir aux règles définies et qu'à chaque fois, il faille passer par une révolution, voire une révolution violente pour obtenir Non, l'alternance. en une phrase, le pouvoir est actuellement entre les mains des élites politico-militaires en Afrique. Oui, Il n'est pas encore entre les mains du peuple. Révolution populaire n'est pas révolution violente. Lorsque le peuple oppose aux despotes qui sont au pouvoir la force du nombre, il est parfois possible qu'on assiste à un vrai renversement sans la moindre effusion de sang. Maintenant, il faut en prendre conscience et il faut évidemment que l'émulation atteigne la masse critique concernée. C'est plus facile à dire qu'à faire. On n'est pas dans la naïveté de dire que ça se passe en un claquement de doigts, mais si on pose les questions comment avoir une Afrique où les dirigeants respectent les institutions, c'est en construisant une Afrique où les dirigeants craignent le peuple. Oui. Pour l'instant, c'est Oui. l'inverse. sauf qu'il y a un malentendu en ce moment. Le malentendu qu'il y a, c'est que on fait croire au peuple que c'est lui qui exerce le pouvoir. Oui. Effectivement. C'est ça le problème. Mais il n'a Donc, pas les cratères mais il n'a en mais soi, c'est ça. donc il Mais n'exerce c'est- pas les Voilà, pouvoirs. donc on est dans ce malentendu-là. Et on dit, les députés à l'Assemblée nationale, ce sont vos représentants de toutes les façons, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est ce qu'on dit. Et donc, le débat est biaisé, du coup, finalement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réforme possible, de révolution possible qui nous permette de corriger notre rapport à la démocratie électorale. La révolution qu'on peut faire, c'est avec la société civile, faut commencer un travail de fond de l'éducation de la masse. Normalement, si on demandait aux politiciens de modifier les programmes dans les universités, Non. ils ne vont pas vouloir... Kevin Maïzo, comprenons-nous bien. En ce moment, les Bissau-Guinéens sont allés voter. Ils n'ont fait aucune erreur. Ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Ils ont voulu exercer le pouvoir. Il y a quelques 4 individus
qui ont pris d'assaut le palais de la présidence, qui ont caporalisé le processus électoral et disent, voilà, nous sommes désormais vos présidents, vos représentants. C'est ce qui se passe. Oui, mais donc, c'est ainsi éducation que de je dis. masse pour dire quoi? Non, j'ai dit en longueur. En longueur, il faut éduquer la masse. Mais tout de suite là, s'il n'y a pas un leader de la société civile qui peut faire soulever la population pour dire enough is enough, ça va continuer parce que la population est dans une espèce de léthargie. Ils vont se faire massacrer. Vous le savez. Moi, je pense que on a pour aller vu dans la ce qui est- continuité, pour oui. aller dans la continuité, il faut d'une part l'éducation effectivement de la société civile, mais il faut qu'on éduque aussi nos militaires. Le problème, il est à quel niveau? Effectivement, vous vous rendez compte, alors pas dans le cas précis, vous vous rendez compte qu'il y a un problème, le pouvoir va être confisqué ou qu'il y a un soupçon de coup d'État. Mais pourquoi ces militaires, donc qui sont censés faire régner l'ordre, veulent tout garder à eux? Ils veulent conserver le les pouvoir. civils aussi veulent tout garder à eux. Non, mais c'est pas ça. C'est pas que les Mais militaires. non, mais Il n'y a pas non, que mais les coups d'État on ne peut pas militaires. comparer. On ne peut pas comparer la société civile et les militaires. Les militaires ont des armes. La société civile, excusez-moi, elle est démunie. Non, je Elle parle a- des chefs d'État civils. C'est pour ça que vous avez posé la question de savoir qui il faut éduquer. Oui. Moi, je vais dans le sens. Wilfried a dit il faut que le peuple soit éduqué. Mon confrère a dit la même chose. Il faut une éducation. Mais vous avez raison, effectivement. Mais il y a le oui. peuple d'une part, mais il y a aussi nos militaires. Oui, on est d'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent à un moment donné dire, écoutez, nous, mais attendre effectivement que le processus électoral aille jusqu'au bout, faire leur travail en disant, mais non, là, vous avez essayé de tripatouiller, et maintenant, au lieu de confisquer le pouvoir, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est des transitions qui se transforment en finalement une éternité au pouvoir. Et c'est là où ça devient problématique. Parce qu'on rêve, hein. Si, Mais bien les sûr qu'on est en militaires, train de si les rêver. militaires pouvaient intervenir pour, par exemple, 3 mois, en disant on met juste de l'ordre, 3 mois, on peut comprendre. Parce qu'on est en train de dire il faut éduquer le peuple. Mais qui va éduquer? Les éducateurs, là, c'est où? Ils sont où? Ben, c'est dans la société civile qu'il faut des vrais leaders, des fortes personnalités. Mais ils sont dans la On a la société chance civile. C'est d'avoir pas des eux qui ont le réseaux pouvoir. sociaux, sans passer par les circuits institutionnels ou traditionnels. On a la chance d'avoir des réseaux sociaux. C'est à ce niveau que les choses doivent se Au jouer. fond, Là, le petit avantage qu'on a, c'est qu'actuellement en Afrique, va arriver au pouvoir une génération qui n'a pas été en contact directement avec la colonisation. C'est déjà un petit avantage. C'est vrai. Ils réfléchissent autrement parce que l'ancienne génération, elle a reçu sa mission de nous ramener à l'accession à la souveraineté internationale pour la plupart des pays. En fait, Cette mission, on l'a réussi. Mais les 50 années qui viennent de s'écouler, ben, sincèrement, c'est du bricolage. En fait, on est perdu. Parce qu'on a tout essayé. On a essayé les civils, on a demandé aux militaires de rester dans les casernes. Les civils nous ont déçus, puisqu'ils ont confisqué le pouvoir, ils opèrent des coups d'État institutionnels. À un moment, ça a entraîné l'irruption des militaires sur la scène politique. On n'est pas content non plus. On veut qu'ils retournent dans les casernes. Finalement, on fait quoi? Mais qui voulait qu'il retourne dans les casernes? Parce que Thomas Sankara, par exemple, c'est un militaire, mais je ne pense pas à l'époque que personne voulait qu'il retourne dans les casernes, déjà, par rapport à la façon dont il travaillait. Oui. Bon, je vais dire aujourd'hui, le sujet est peut-être clivant, mais Ibrahim Traoré, le général Tchani, on peut dire ce qu'on veut, les gens essayent de travailler. C'est-à-dire, Oui, c'est ça, des on est- militaires qui ont une certaine conscience Oui, politique. absolument. Alors, on a besoin soit des C'est gens... peut-être là qu'intervient la question Oui, moi, je de l'éducation Ben oui. des militaires, surtout de la fibre patriotique. patriotique. Un militaire qui a une conscience politique, qui pense au pays, il n'est pas là que pour le pouvoir. Je ne pense pas, à moins que je me trompe, je ne pense pas que quelqu'un comme Ibrahim Traoré il est arrivé au pouvoir pour s'en C'est vrai. ficher En tout cas, il donne et- des signes et rouler carrosse. de probité encourageante. Oui, oui, voilà, c'est ce genre de militaires peut-être qu'on voudrait, Ouais. qui vont assurer une transition. C'est peut-être une entre solution, effectivement. Ce qu'on a connu avant et c'est dont on est en droit d'espérer pour les futurs. C'est sans, Bon, en c'est sans doute attendant- une solution. En attendant, le peuple, comme on le disait, finalement, c'est le pouvoir du peuple qui est confisqué. Oui. Et que là, on est dans une impasse en ce qui concerne la Guinée-Bissau, comme on l'a dit, un pays qui n'a connu que ça. On est clairement dans une impasse et que Je suis malheureux. il n'y a pas de pression internationale parce qu'effectivement, même au niveau de la pression sur le plan financier, on se rend bien compte que ça ne va peut-être pas fonctionner avec la Guinée-Bissau et qu'ils seront encore livrés une fois de plus à un pouvoir militaire. Ce n'est pas malheureux qu'à la fin de cette émission,
La seule solution pertinente que nous avons trouvée, c'est d'avoir des militaires patriotes à la tête de nos États. Non, la seule solution, c'est celle qui est compliquée, mais qui est malheureusement celle qu'il faut. C'est la fameuse omelette qui éventuellement cassera plusieurs œufs. La seule solution, c'est celle que la Guinée-Bissau n'a pas encore utilisée. Elle a d'ailleurs été évoquée en filigrane ici. L'éducation populaire qui va conduire à la révolution populaire, la vraie. La révolution populaire ne signifie pas guerre civile. Ça signifie que le peuple rappelle à ceux qui sont aux fonctions que, en fait, c'est nous qui avons le pouvoir. Ce n'était pas un slogan quand le président américain Abraham Lincoln considérait la démocratie, la vraie, comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ceux qui dirigent, plutôt que d'être appelés chefs, comme dans notre sociologie africaine, on a intériorisé le pouvoir comme étant la possession personnelle de celui qui est actuellement aux affaires. On doit créer une éthique sociale où c'est le dirigeant qui sent le souffle chaud du peuple, H24 derrière son cou, et qui sait qu'à la moindre. Excusez-moi d'apporter cette nuance pour que vous en teniez compte. Quand vous dites le peuple doit, la mise en acte de ce droit que vous évoquez, c'est quoi? C'est que je veux manifester. Le peuple va descendre dans la rue et manifester. Or, le gouvernement, on prend un décret, on dit toute manifestation est interdite. Comme j'ai dit avant, c'est comme si vous disiez, il y a Gandhi, n'opère pas par la désobéissance civile puisque l'impérialiste anglais l'a interdite. C'est ça. C'est le paradigme de l'omelette qu'on produit après y avoir cassé les œufs. C'est ça. Ce serait illusoire de dire à la jeunesse africaine, et d'ailleurs même nous, dans notre pays, le Cameroun, comme dans beaucoup de pays, le Togo, le Bénin, on est concerné par cette réalité. Si nous laissons faire les despotes, jamais ils ne légueront le C'est vrai, vous avez raison. de leur propre chef. Et c'est pour ça que j'ai précisé, je suis en train de décrire ce qui doit être, pas ce qui me fait plaisir. Bien Évidemment, sûr. Ce qui me ferait plaisir, ce serait que chaque... Je pense que vous avez raison. Les Burkinabés ont prouvé, avec Blaise Compaoré, ce que vous êtes en train de dire. Sauf qu'en disant ça, on fait la promotion de l'insurrection. Non, les Malgaches, l'insurrection, c'est un mouvement armé pour renverser, essentiellement armé pour renverser un ordre établi, mais la revendication par le peuple du respect de l'éthique électorale, du calendrier électoral, de la réalité des urnes ou de la légalité des candidatures, ce n'est pas de l'insurrection. Ce qui mène l'insurrection, c'est ce qui piétine les principes démocratiques. Imaginez maintenant que le peuple bissau-guinéen se soulève et que M. Hortan Tam parle d'insurrection. Il est évident que c'est lui qui pratique l'insurrection en n'ayant pas laissé le processus électoral arriver à son terme. Il est évident que c'est M. Mbalo qui a pratiqué l'insurrection en amont en ayant éliminé le parti historique, le PAIGC, qui n'avait jamais été disqualifié d'une élection depuis son avènement et qui porte en lui l'héritage sublime de l'indépendance du pays avec Amilcar, Luis, les frères Cabral, Arcide Pereira et tous ceux qui ont œuvré justement à cette réalité-là. Donc, je persiste et signe que on ne pourra pas, parce que même les pays dans lesquels nous vivons ont dû amorcer cette réalité. Il n'y a pas que le Burkina Faso, ou même le Sénégal, dans lequel... Absolument, absolument. Le PASTEF a été bien sûr. Et le peuple a dit... On ne va pas accepter que des gens confondent l'ordre constitutionnel avec leurs caprices personnels. Absolument. Donc, je dis qu'il n'y a pas d'échappatoire à cela. On est d'accord. C'est pas pour dire que c'est facile et que le pays revit en claquant des doigts. C'est pour dire que si on veut sortir de cette spirale-là, c'est ce qu'il faudra faire. Pour l'instant, en Guinée-Bissau, chaque militaire, chaque homme politique ne craint que les autres militaires et les autres hommes politiques. Pour l'instant, le peuple ne sert que de faire valoir et de bétail électoral, le terme est grave mais réel, pour justement faire on est totalement d'accord. Et des autres. Donc quand les 2 millions de Bissau-Guinéens amorceront le sursaut d'orgueil qu'on a observé au Sénégal, qu'on a observé à Madagascar et qu'on n'observe pas encore dans les mêmes proportions au Cameroun, les Bissau-Guinéens pourront rêver d'un avenir différent. On est totalement d'accord. En tout cas, c'est théorisé. Toute force, toute autorité qui ne rencontre pas de résistance se mue en dictature. C'est un axiome mathématique. C'est un axiome mathématique. Merci à vous d'avoir participé à cet échange. Claude Wilfried Kanga, tu dois t'impliquer. Le récit d'une folle campagne, ça c'est une autre histoire dont on pourrait parler une autre fois. Le village d'Ining, j'espère que je prononce bien. Karine Orio, journaliste, analyste politique, merci. Merci beaucoup. Et puis, solidarité au peuple bissau-guinéen, bien sûr. Aux électeurs bissau-guinéens qui viennent d'être braqués. Espérons que l'opposant
Domingos Simoes Pereira soit libéré. Comme on l'appelle. Soit libéré, que Fernando Diaz sorte de la clandestinité parce que apparemment il se cache en ce moment alors que c'est lui le vainqueur de cette élection, c'est lui qui a la légitimité populaire. Quand tu dois te cacher pour sauver ta peau alors que c'est toi qui as la légitimité populaire, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème et on ne doit plus l'accepter. Et nous, intellectuels africains, on ne doit plus accepter non plus que des observateurs électoraux viennent d'un autre continent surveiller si nous faisons bien les opérations de vote. Soyons matures, il faut qu'on fasse la culture de la maturité. Et que des analystes politiques étrangers nous fassent la leçon sur leur chaîne mainstream. Ça aussi, on n'accepte plus. Ça aussi, on n'accepte plus. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme de NCA, désormais sur Bouquet Canal, plus Afrique 573 et en France 426. Merci encore une fois d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal Plus Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.